Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de luxe. Et cette semaine, c'est le film Les Cadors qui est à l'honneur. Je croyais que vous pouviez pas vous piffrer et tout d'un coup vous faites tout ensemble. Non, on fait rien ensemble. Si, on fait tout ensemble. Bon, reprends ton pognon. Pourquoi t'es encore là, Mais toi? rien, il fait rien, il s'en va là. Christian, tu nous laisses tranquille. Fais attention à toi. Le 23 septembre 2022, le réalisateur Julien Guetta est venu au Cinéma Luxe pour nous présenter en avant-première son nouveau film intitulé Les Cadors. Comme à notre habitude, cette projection s'est terminée par un échange en salle avec le réalisateur. Je vous laisse maintenant découvrir cette rencontre. C'était donc Les Cadors, un film de Julien Guetta. Je vous remercie de l'accueillir. On va échanger avec lui. Alors, vous connaissez la règle, hein, n'hésitez pas, faites-moi signe dès que vous souhaitez prendre la parole, poser une question, faire une remarque. C'est fait pour ça. Je pense que Julien a très envie d'entendre vos avis, vos remarques. On peut rappeler d'ailleurs que le film, on est dans une avant-première qui est relativement tôt parce que le film ne sortira que le 11 janvier 2023. Mais on avait très envie de vous le montrer dans le cadre de cette fête des cinémas normands. Et d'ailleurs, on pourrait demander à Julien ce qu'il a amené, ce qui t'a amené à choisir, à déposer tes valises à Cherbourg, à Rouen. Voilà, c'était lié à une envie particulière de cinéma ou... À la base, je devais tourner, pour être franc, je devais tourner le film à Dunkerque. Parce que y a le port de Dunkerque, il y a les dockers de Dunkerque avec qui j'étais très proche. Il se trouve qu'on n'a pas eu l'autorisation de tourner à Dunkerque et on a eu de l'argent de la région Normandie. Et là, j'étais là, je me disais, mais comment je vais faire et tout ça, il n'y a pas de port, comment on va faire et tout ça. Et il se trouve qu'il y a un port avec des dockers à Rouen. Donc, c'est un petit port, mais avec pas mal de dockers finalement. Et Cherbourg, qui n'est pas vraiment un port de dockers, mais ça reste un port quand même. Et donc, du coup... Si on a quand même Le Havre aussi. Qui est... Oui, alors Le Havre, mais Le Havre, c'est encore autre chose. C'est impossible de tourner. Non, clairement, en tout cas, moi, ils m'ont dit non tout de suite, quoi. Parce qu'il y a trop de trafic de drogue et que du coup, ça véhicule une mauvaise image, tout ça. Donc, c'est hors de question pour eux, quoi. En tout cas, pour l'instant. Oui, parce qu'il y a des questions de drogue dans un le peu. Donc, mais ça reste de la drogue à petite échelle dans mon film. Et dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit non tout de suite, quoi. Et donc, il y avait envie de ces images de dockers, de conteneurs, de grues. De grues, d'espace, de métal, de péniches, tout ça. Ouais, ça, c'était à la base. En fait, le scénario m'a été amené. Et l'une des choses qui m'intéressait, c'était ce monde que je connaissais pas, que je trouvais ça assez cinématographique, même très, très cinématographique. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et donc, de là, je suis parti un peu chercher les endroits en France où on pouvait tourner ça. J'ai atterri principalement à Dunkerque au départ. Et après, j'ai découvert qu'à Rouen, il y avait ces dockers qui étaient là. Mais c'est vrai que ça amène une matière iconographique, cinématographique vachement intéressante. J'imagine que c'est pour ça aussi que tu as choisi de filmer en scope. Exactement. Parce que ça élargit évidemment la vision. En tout cas, moi, c'est un monde qui m'impressionne. Je trouve que c'est très grand, c'est très métallique, c'est très visuel. Et puis, ça montre aussi un monde du travail qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce que j'aime bien, moi, filmer. Et le scope, c'était une bonne idée pour montrer tous ces bateaux, ces conteneurs et tout ça. C'était le bon format pour moi. En fait, moi, j'avais envie de faire un western à la mer. C'était ça un peu l'idée. Et western à la mer. Alors donc du coup, ça amène des choses très colorées avec des couleurs primaires sur les conteneurs. Et puis, alors puisque tu évoques le western à la mer, on peut parler de ce qu'on entend en termes de musique, enfin de fond sonore. Avec Alex Bopin, oui. On sait un peu... il y a du Ennio Morricone un peu en référence aussi, surtout sur le début du film. Ça nous amusait un peu de mélanger un peu tous les genres de films. Le film, on navigue entre la comédie, le drame, le burlesque, tout ça. Donc ça nous amenait ça nous amusait de jouer avec tous ces codes-là. Alors c'est vrai que le film a un ton a priori comme ça très léger. Donc on est effectivement sur la comédie.
mais il aborde des choses très profondes, très comment dire, alors pas seulement du drame, mais il y a aussi tous ces rapports entre hommes et femmes, les rapports entre fraternels, la relation au père, la relation au travail dont tu as parlé. C'est des choses finalement qui ne relèvent pas totalement de la légèreté, tout ça. Non, bah moi après, je sais que j'aime bien travailler là-dessus, c'est-à-dire travailler les genres au cinéma. Donc c'est-à-dire j'aime bien quand ça fait rire, mais pas que. J'aime bien amener à développer un peu mes personnages, questionner qui ils sont, dans quelle famille ils évoluent, les rapports familiaux, j'aime bien ça. Et donc du coup, dès qu'on travaille un peu les persos, bah forcément, on questionne un peu leur ghost, leur leur mal-être, et forcément, ça glisse doucement vers quelque chose de plus dramatique. Mais ouais, j'avais pas, c'est pas un drame le film, pour le coup. Pas du tout un drame. Ça mais finit plutôt bien. Ça finit plutôt bien. Mais c'est d'essayer de pas faire une grosse comédie française, mais plutôt d'essayer de chercher quelque chose de peut-être un peu plus subtil, en tout cas. Bah, et qui se révèle à travers la subtilité, je dirais, des personnages qui sont, en tout cas les deux héros, mais pas seulement, qui sont des personnages très fragiles. Et aussi parfois même maladroits, je trouve, dans leur relation avec les autres. Ouais, Donc, c'est deux charlots, quoi, je trouve. Enfin, j'aimais bien l'idée que c'est par exemple Antoine, le personnage principal, qui a une image enfin, qui se veut mec très viril avec une famille parfaite dans le monde des dockers, et en fait, il est tout sauf ça. Il est très féminin, il est très fragile, il est très maladroit, il est très enfantin. Donc ça, j'aimais bien ça. Et puis même Christian qui collectionne les baffes, sous aspect avec ses tatouages et tout ça, en fait, ça reste un grand gamin. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de les voir tous les deux avec leur sensibilité un peu fragile comme ça. J'aime bien ça, ça me touche, en fait. mais tu dis que ce sont des grands gamins. Enfin, chacun à sa manière, mais c'est parce qu'ils ont quand même pas un truc qui est totalement réglé avec l'enfance aussi. On le sent bien. C'est moins compliqué. Enfin, il y a les flashbacks qui nous ramènent en arrière, mais on voit bien qu'il y a quelque chose. Oui, c'est deux hommes qui ont essayé de se construire comme ils pouvaient sans avoir un modèle maternel et paternel, et c'était de montrer comment on essaye d'évoluer dans le monde dans lequel on vit, particulièrement dans un monde assez dur, des docks, de la machinerie, des grues et tout ça, avec une image assez viriliste, et alors qu'on n'a pas les armes pour être ce genre de mec-là, quoi. Et qui sont très fragiles face aux femmes, finalement, quoi. Ben oui, parce que tu dis qu'ils n'ont pas eu les modèles paternels. Ils ont eu le modèle paternel, mais peut-être pas le bon. Et en tout cas, ils n'ont pas eu le modèle maternel. Et c'est effectivement ce qu'on ressent en les voyant plus âgés, c'est qu'il leur manque ça, ce rapport à la féminité. Et c'est ce qui les rend très maladroits par rapport à ça. Mais en tout cas, on sent qu'ils ont besoin de s'appuyer aussi sur, dans un univers que tu décris assez masculin, hein, que ce soit la drogue, les dockers ou le bar. Et ils ont besoin de se reposer sur des figures féminines, oui, c'est ça, oui. Et il se trouve que qui sont très solides par ailleurs, en fait, ouais, c'est ça qui est intéressant. C'était de l'histoire, c'était d'essayer de. En fait, c'était de faire. Oui, mais c'est exactement ça. Et après, c'était l'idée de comment dire. C'était je sais pas comment je dirais ça, mais j'avais envie que, en fait, la base du film, c'était deux hommes. Et donc les deux hommes sont les personnages principaux. Et j'avais qu'une envie, c'était de pas sacrifier les personnages féminins. Et donc l'idée, c'était de faire que ces personnages féminins existent. Et je pense que pour qu'elles existent face à ces deux hommes, il fallait les rendre pas fragiles, parce que sinon elles auraient eu aucun intérêt à l'histoire, et même pour eux, quoi. Donc du coup, c'était de les rendre fortes. Elles sont pas souvent là dans le film, mais quand elles sont là, elles ont quelque chose de centré vis-à-vis d'eux. Voilà. Et alors, on reparlera tout à l'heure du reste du casting, mais justement, est-ce que le choix que tu as fait des actrices, donc Marie Gillin et mince, son nom m'échappe.
Aurore Boutrin. Pardon. Est-ce que ça a été aussi déterminant dans la façon dont tu voulais qu'elle soit représentée à l'écran, en fait? Ouais, complètement. Marie Gélin, moi, je trouve que c'est une actrice fantastique que j'ai beaucoup aimée quand elle était jeune. Elle a traversé, elle fait partie de mon univers cinématographique depuis très longtemps, et ça m'amusait de la faire rejouer parce que je trouve qu'on la voyait pas assez. Et elle avait quelque chose de plus mature. Et Marie, c'est pas elle a plus toute sa fraîcheur de ses 25 ans. J'aimais bien ce côté un peu plus âgé face à lui. Elle est plus vieille que lui. Elle a quelque chose de plus forte et de plus construit. Donc ça, j'aimais beaucoup ce choix-là. Et puis Aurore, il fallait trouver quelqu'un qui puisse tenir tête à Jean-Paul et qu'on puisse croire à leur histoire d'amour sur quelques scènes. C'est toujours pareil, c'est comment faire exister un couple sur 2-3 scènes dans un film, quoi. Et je trouve que Aurore, on voit sur son visage qu'elle a pu vivre des choses, des expériences de vie, et je trouve que le duo marche plutôt bien. Et j'avais pas envie d'une actrice toute belle, toute jeune, ça n'avait aucun sens, quoi. Et Or, elle amène ce vécu qu'elle a pu avoir. Or, c'est quelqu'un qui a vécu elle a un parcours difficile avant de devenir actrice, et ça se voit, ça se sent, quoi. Il y a quelque chose de vrai chez elle, je trouve. Alors, je crois que Jean-Paul Rouve, sur Marie Gélin, a dit que ce qui la caractérisait aussi, c'était qu'elle était belge. Mais je ne sais pas si ça signifie quelque chose. D'une manière générale, sont quand même beaucoup plus sympas sur les plateaux, ça c'est sûr. Et plus drôles. Est-ce que vous voulez intervenir dans la salle? N'hésitez pas. Oui, j'arrive. Bonjour, j'ai trouvé très très beau le film et la photographie, franchement, ça m'a épaté. J'avais une question à poser par rapport à la dédicace à la fin, puis les photos en noir et blanc, qui laissent penser qu'il y a une histoire personnelle derrière, des éléments de biographie. Alors, Voilà. Alors effectivement, il y a pas les photos, mais en fait le scénario, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Lionel Dutemple, un des scénaristes. C'est son histoire personnelle, en fait. Donc du coup, on l'a réécrite pour rendre les choses plus cinématographiques, on va dire ça, mais c'est son histoire personnelle. Donc c'est l'histoire de son père et de son oncle. Donc voilà. Et les photos à la fin, c'était des images d'archives que j'ai trouvées à Cherbourg, des dockers, de ce qui pouvait exister à l'époque. Voilà. Mais donc oui, ça vient de faits réels, ouais. Ça se passe, pour tout vous dire, ça se passait pas dans le monde des dockers, ça se passait sur les chantiers. Sur des chantiers de construction d'immeubles, tout ça, c'était 2 frères qui travaillaient ensemble, et dont l'un, Christian, il s'appelait d'ailleurs Christian, était un peu comme dans le film, voire même pire d'ailleurs. Ça veut dire que lui, c'était un des 2 garçons. Exactement. Ouais, d'ailleurs, il s'appelle Lionel dans le film. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Bravo pour le film, bien sûr. Quelle a été la contribution de Jean-Paul Rouve au dialogue? Alors Jean-Paul était associé au projet à l'écriture. Moi, quand je suis arrivé sur le film, il était déjà là, en potentiel acteur pour pouvoir jouer le rôle de Christian. Donc c'est ce qui m'a donné en partie envie de faire le film. Donc j'étais plutôt content. Il se trouve qu'en écrivant, au bout d'un moment, il est parti du projet en se disant non, j'ai plus le temps, machin, etc. On a quand même réécrit pour pouvoir l'avoir. Je lui ai reproposé une version du scénario qu'il a cette fois accepté. Et une fois qu'il a accepté le scénario, on a réécrit ensemble tous ces dialogues. En fait, du coup, j'allais chez lui et puis on cherchait le personnage ensemble. Donc c'était génial, quoi. Du coup, on a travaillé ensemble sur son personnage, sur ses dialogues et tout ça. Donc il a pas mal participé au scénario pour le coup. Et du coup, il a travaillé que sur ses dialogues à lui, ou là aussi c'est toujours pareil, on commence sur son dialogue et puis après, de fil en aiguille, ça glisse vers la structure du film. Et donc du coup, non. Après, Jean-Paul, c'est quelqu'un qui a fait des films, qui a joué dans énormément de films. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc du coup, il avait aussi un œil sur le scénario. Donc du coup, il m'a donné ses remarques pour changer des trucs de structure, quoi. Et il y a eu une contribution aussi de la part de Grégoire Ludig et Michel Blanc, ou pas du tout? Si, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ces 3 acteurs sont aussi 3 réalisateurs qui écrivent leurs films. Donc forcément, et puis moi, quand je dirige des acteurs comme ça, je les laisse aussi, j'entends
Enfin, comment dire, c'est sur un plateau, ils sont pas intervenus sur le scénario, mais Michel, par exemple, il te dit tout de suite, ah non, ça, ce dialogue ne va pas. Tiens, fais comme ci, fais comme ça, et tu l'écoutes, quoi. Parce que ça reste quand même des génies de. Enfin, Michel, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Même en post-synchro, parce qu'il a fait un peu de post-synchro. Sur un mot, il te change une idée de scène. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même. Tous les acteurs n'ont pas ça, quoi. Et Grégoire, pareil, il a un sens. Il écrit beaucoup avec son palmacho, tout ça, machin. Du coup, c'est des gens qui sentent bien les scènes. Donc, du coup, c'était assez collégial, en fait. Mais moi, de plus en plus, je laisse les acteurs. J'entends ce qu'ils ont à dire sur les scènes. On travaille ensemble. Je suis pas quelqu'un qui dit c'est comme ça et pas autrement, quoi. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils pensent. Non, parce que tu dis que Jean-Paul Rouve a beaucoup participé à l'écriture de son rôle. Moi, ce que je ressens en voyant celui de Michel Blanc, par exemple, c'est que ça a été entièrement écrit pour lui, en fait. Bon, il est d'une certaine manière un peu à contre-emploi. Il n'a pas toujours joué que de la comédie. On l'a vu dans beaucoup de films avec d'autres caractères, mais là, il est vraiment méchant. Ouais. C'est un méchant c'est un méchant de méchant, là. C'est un petit méchant. Et malgré tout, on sent que ça a été écrit pour qu'il l'interprète. Alors, c'est vrai. Mais de toute façon, Michel, il est arrivé assez vite sur le projet. Et quand tu as un acteur en tête, que tu sais que c'est lui que tu vas diriger, franchement, c'est du pain béni quand tu écris, quoi. Et en plus de ça, c'est vrai qu'avec Jean-Paul, on réécrivait un peu les scènes. Jean-Paul le connaît parfaitement. Ils sont très, très bons amis, tous les deux. Et donc, du coup, il a l'oreille de Michel. Et il m'a mis des trucs. Tiens, viens, on va faire ça pour Michel. Il va bien le faire, machin, etc. Oui, donc, parce qu'on sent qu'il prend plaisir à être méchant. Et l'autre chose, c'est que Michel, quand tu fais lire le scénario, il te convoque chez lui et puis tu lis chaque dialogue avec lui. Et il te dit non, ça, je vais le changer. Tiens, on fait ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Encore une fois, c'est très collégial, mais tout est vu et revu, quoi. Ça se fait au fur et à mesure. Mais c'est hyper intéressant de travailler avec ces acteurs-là qui ont l'expérience de l'écriture. Je ne l'aurais pas fait avec d'autres, je pense. Non, mais oui, mais on sent bien que tu es aussi dans un cinéma qui s'appuie aussi un peu sur les acteurs. C'était déjà le cas sur Roulet Jeunesse avec Éric Judor, Laure Calamy. Enfin voilà, il y a cette présence-là qui est importante. Moi, de plus en plus, je m'appuie sur eux en permanence. Je suis plus à me dire c'est comme ça et pas autrement, quoi. Il y avait un côté comme, enfin, j'avais ça moi dans mes courts-métrages. Souvent, je disais ah non, c'est comme ça. Un réalisateur doit savoir exactement ce qu'il veut. Tout ça, en fait, c'est une connerie, quoi. Enfin, encore une fois, pour moi, quoi. Faut laisser vivre les scènes, faut entendre les acteurs, faut entendre leur phrasé, tout ça, et puis au fur et à mesure, ça se modèle une scène, quoi. Et ça se fait en réécriture aussi beaucoup avec eux. À vous? Oui. À côté des scènes de travail sur les ports, il y a, je trouve, deux, trois scènes qui ponctuent très bien aussi l'histoire, où ça se situe. C'est à l'église, en fait, devant la chapelle, que ce soit la communion, que ce soit l'enterrement. Et est-ce que vous avez voulu lui donner, vous et puis l'autre, le scénariste, est-ce que vous avez voulu donner une dimension vraiment propre à la région, qui est quand même encore assez religieuse quand même, je pense. Enfin, je suis pas originaire de là, mais quand même. Moi, je viens du Nord, qui est beaucoup moins religieux, justement. Et donc, j'ai trouvé ici que que ce soit la Manche, le Calvados, que oui, ça garde quand même une prégnance importante. Alors, est-ce que c'est simplement pour je ne sais pas, donner un certain rythme aussi, et puis dans lequel aussi les enfants... C'était surtout pour l'histoire. Oui, enfin, j'avais pas envie de montrer que en Normandie, il y avait forcément beaucoup plus de religion que dans une autre région de France, quoi. C'était plus l'histoire, demander une église, demander un cimetière, et puis on a essayé de trouver le plus beau cimetière du coin. C'était surtout ça, quoi, tout simplement. Sur la présence de la région, effectivement, le besoin, par exemple, que cet enfant fasse sa communion, ce qui engendre autre chose par rapport
à la femme, enfin le cadeau qu'on fait pour la robe qui est complètement à côté de la plaque. Il y avait quand même ce Alors, truc-là par contre, important. c'est sûr que la communion a une importance énorme dans l'histoire, parce que c'est l'idée que Antoine, jeune, c'est le moment où sa mère est partie. Donc, du coup, c'est pour lui l'envie de revenir sur son passé et de faire que ce passé soit racheté en quelque sorte, quoi. Donc, ça, il y avait un sens fort pour l'histoire, quoi. Mais il n'y avait pas quelque chose de voulu pour montrer, encore une fois, qu'en Normandie, il y a plus d'églises que dans le Nord. Il n'y en a pas plus en Bretagne, d'ailleurs. C'est possible, je sais pas. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui. Bonsoir, merci pour le film parce que ça fait, on voit pas souvent Cherbourg à l'image, alors ça fait plaisir et surtout qu'il est plutôt bien montré. Je voulais savoir comment François Dourlan s'est retrouvé dans le projet, si c'était une volonté d'intégrer quelqu'un du territoire à l'équipe. Alors François, c'est la putain, vous êtes une amie de François. François, c'est la personne qui a fait le making-of du film. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'avais besoin d'un deuxième caméraman. Et donc, du coup, je lui ai dit, vas-y, viens, fais une deuxième caméra sur le film. Et François, comment il est arrivé sur le projet? C'était ça la question. En fait, François, il m'a accueilli sur Cherbourg pour faire les repérages. Donc, c'est lui qui m'a montré un peu tous les lieux de Cherbourg. Et de là, François, il est aussi associé avec les producteurs du film, parce qu'il fait un documentaire que Nolita produit. Voilà, c'est comme ça qu'il est arrivé sur le projet. Et j'étais encore avec lui hier soir, pour le coup. Alors, il y a d'autres personnes qui sont dans le film qui ont dû se reconnaître. Oui, c'est ça, on disait Alors, qu'il y avait un acteur. Est-ce que vous voulez êtes vu dans le film, intervenir est-ce que vous voulez prendre la parole ou dire un mot? Non, c'est pas une obligation. Hein. C'est un acteur, mais il n'a pas de parole. C'était un des figurants et on s'est retrouvé ce soir que j'ai reconnu. Il est là. C'est le monsieur avec les cheveux blancs là-bas. Voilà. En tout cas, si vous voulez intervenir, faites-moi signe, n'hésitez pas, monsieur. Voilà, je pense que ça fera plaisir à Julien. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui étaient dans le film là. Ah oui. Et puis là aussi. Est-ce que tu voulais intervenir? Tu t'es vu dans le film ou pas? T'étais où, toi, dans quelle scène? Attends, j'apporte le micro. C'était au moment avec la chanson Il mio refurio. Et tu faisais partie des jeunes? Oui. Ah, cool. Voilà. Je suis désolé, il y a tellement de gens sur un tournage que du coup, je me rappelle plus trop, mais c'est normal. Mais c'est cool. J'ai beaucoup aimé, bonsoir, le film. Je l'ai trouvé finalement touchant, drôle et touchant. Enfin, c'était un bon moment de cinéma. Merci. Et en particulier, j'ai beaucoup aimé la relation des deux frères. C'est pas si souvent qu'on voit une belle histoire d'amitié, d'amour entre deux frères et comment elle a grandi et tout ce qui les rapproche. Enfin, c'était très beau. Bon, mais en tout cas, c'est ce qui me touche le plus parce que moi, quand on m'a apporté le scénario la première fois, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il y avait quelque chose à faire autour de deux frères, l'amitié entre deux frères, l'amour qu'on peut porter à son frère ou sa sœur, la fraternité, pardon. C'est ce qui m'intéressait le plus dans le film. Au-delà de l'histoire et tout ça, c'était les rapports qu'ils pouvaient entretenir entre eux. Donc ça me touche. C'est sur quoi on a travaillé le plus dans le film, pour le coup. Et c'est vrai que ce qui est très fort, c'est qu'on sent qu'ils ont besoin, alors que ça soit dans les flashbacks, mais surtout dans un sens dans les flashbacks, ou après totalement mutuellement, de se reposer l'un sur l'autre, d'être dans quelque chose de mutuel pour avancer en fait. Ouais, et c'est aussi... mais ceci dit, par contre, Julien, j'apporte juste un bémol, c'est qu'ils le font pas seulement tous les deux. Ils le font avec les autres. Et ils le font avec les autres et notamment avec les femmes qui les entourent. Bien sûr. Non, mais c'était toute l'idée de comment on fait pour avancer dans la vie quand on aime quelqu'un plus que tout et qu'en même temps, quand on est avec lui, il nous insupporte le plus. Je trouvais l'idée hyper intéressante en fait.
Et je trouve que ça parle à tout le monde, c'est universel. Moi, j'ai un frère, moins je le vois, mieux je me porte. Et puis, en même temps, quand je le vois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il me manque énormément. C'est toujours pareil, quoi. Comme avec mes parents, tout ça, je trouve qu'il y a un sujet universel là-dedans qui m'intéressait profondément. Mais c'est vrai que c'est un très beau portrait fraternel, mais dans l'ensemble, ça dit beaucoup de choses aussi sur la famille. Mais c'est surtout comment on se place aussi. Moi, je suis questionné que par ça. Donc, du coup, c'est quoi notre place au sein d'une famille, avec son frère, avec sa femme, avec ses beaux-parents, avec ses parents, comment on trouve sa place au sein d'une famille, comment on trouve sa place au fil des années aussi, comment on trouve sa place quand on a des enfants et qu'on voit nos parents. Enfin, il y a toujours ce truc transversal qui arrive en permanence dans une vie qui est fascinant. Je trouve qu'à tout moment de notre vie, il y a des questions qui nous interrogent et on passe notre temps à s'interroger parce qu'il y a des fêtes tout le temps. Donc, du coup, à Noël, on s'interroge beaucoup. Au jour de l'an, voilà, là, c'est quand même une drôle de fête, le moment où ils se retrouvent après... La communion Non, avant ça, le moment où ils se retrouvent la première fois depuis longtemps. Ah oui, un enterrement. Un enterrement, voilà. Mais l'enterrement est quelque chose, pour le coup, qui fait... Le fédérateur, oui, dans les familles, oui. Fédérateur ou destructeur, pour le coup. Ça, c'est quelque chose et qui parle à tout le monde. Des interventions dans la salle? N'hésitez pas. Alors, madame, là-haut aussi, était figurante, m'a fait signe tout à l'heure, mais je crois qu'elle voulait... Elle est où? C'était pas mais vous êtes vu dans le film, je vous reconnais, vous étiez... Ah non, vous n'êtes pas vu. Si? Vous êtes vu ou pas? Vous êtes la dame qui parle avec Michel Blanc. C'est ça. Voilà. C'est chouette, ça, vous avez donné la réplique à Michel Blanc. Bravo. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur Michel Blanc? Vous voulez le micro? Allez. Vous allez voir, c'est facile. Il suffit de parler dans le micro. Elle a peut-être rien à dire sur Michel Blanc. Oui, non, j'ai pas grand-chose à dire sur Michel Blanc, effectivement. Nous avons fait la scène de la communion, donc la messe et donc la communion, le repas de communion. Est-ce que c'est passé vite? Parce que généralement, les figurants, ils disent ça va très lentement, donc du coup, que c'est un enfer. C'est surtout qu'il faisait très froid. Ah voilà, il y a des petits... C'est le froid, il fallait des communions dehors, c'est pas possible en Normandie. Il faisait froid en Normandie? Oui. Non. Il faisait froid, mais ça s'est super bien passé, il y avait une super ambiance. Moi, j'ai adoré, hein, personnellement, j'ai adoré. Quand même. Ceci dit, depuis que j'ai tourné à Cherbourg, j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'installer là-bas, pour le coup. Je ne connaissais pas trop la région et c'est une région magnifique. C'est magnifique. Hein. Oui. Magnifique. Parce que vous n'étiez pas de la région, en fait. Ah, d'accord. Ah, Falaise, c'est loin. Oui, bonsoir. Merci pour le film déjà. On a passé un bon moment. Et enfin, moi, j'avais une petite anecdote sur le tournage. Vous étiez sur le tournage aussi? Ouais. Ah, encore un figurant. En fait, il n'y a que des figurants dans la salle. En fait, j'étais le cantonnier au moment de l'enterrement qui accoudait sur sa pelle. Enfin, mais bref, oui, très bien. Ok. Fond. Et en fait, j'ai une petite anecdote. Il y avait aussi donc ça tournait à Craville, hein, sur le cimetière de Craville, et le maire était là en tant que figurant. Et à un moment donné, dans l'après-midi, il reçoit un appel, et donc il décroche. Et en fait, on l'informait d'un décès dans la commune, en tant que maire. Et après, il nous fait un petit coup de coude comme ça, en nous disant au moins le trou, il est déjà fait, et puis il nous montre le. C'était bien drôle. En fait, le maire, je suis venu en repérage pour visiter des cimetières, et je vois un monsieur quand même qui a une tronche. Pas possible, on le voit dans le film, il faudrait remontrer le film pour vous montrer qui c'est, mais c'est facile maintenant, on n'est plus à l'époque du 35 mm, s'il faut faire un retour, on peut le faire. Je fais, mais lui, il faut le mettre dans le film, quoi. Il est improbable, et ça m'étonne pas qu'il vous ait dit ça, quoi. C'était 3 mecs, comme ça, ils se séparent jamais, je pense qu'ils picolent toute la journée, c'est tout un programme, quoi. Alors, pour ce qu'il faut dire par rapport à la chronologie de la fabrication d'un film, dont vous vous rendez pas nécessairement compte, c'est que, en fait, vous qui êtes figurant, il y a eu le moment du tournage, mais après, il y a un temps encore plus long, beaucoup plus long, et Julien pourrait le dire, où il vous côtoie, c'est-à-dire c'est le moment du montage. Et ça dure, et donc il vous voit
Là, tout à l'heure, on était dans le hall, il a tout de suite reconnu monsieur avec qui ses est, cheveux blancs, mais parce que le qui monsieur est, a les cheveux dans blancs, plusieurs plans du il faut film. savoir que le plan où il est dessus, il a sauté 25 fois, donc il a disparu du film au moins sur 3-4 versions. Puis il est revenu dans le film. Puis à un moment donné, j'ai dit ah non, c'est pas possible, pas lui dans le film. Puis après, on m'a dit ah si, il est super, allez. Et donc non, mais c'est que ça. C'était mais c'est vrai, en plus. aux projections test, il dit faut le garder. Non, mais c'est un truc de rythme et tout ça. Et particulièrement dans la scène de la communion, il y a eu débat sur vous. Il n'a pas de parole, il a un plan dans le film, mais il y a eu un grand débat d'1 heure sur vous. Voilà. Ouais, parce que le montage, ça prend combien de temps sur un film comme celui-là? En fait, ce genre de film, ce qui est difficile dans ce genre de film, je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'est qu'il y a de la comédie et du drame en même temps. Et ça, c'est le truc le plus difficile à faire. Bon, déjà, la comédie, d'une manière générale, faire rire les gens, c'est compliqué. Trouver le bon rythme et tout ça, c'est dur. Particulièrement en montage et tout ça, ça prend du temps. La comédie, ça fait rire une personne, et puis l'autre à côté dit bah non, c'est pas drôle. C'est comment trouver l'équilibre de la scène et tout ça, c'est compliqué. Et mettre du drame dans la comédie, c'est l'enfer, quoi, parce que du coup, le film peut être vite déséquilibré. C'est-à-dire que si on tend trop vers la comédie, bah, le drame derrière tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et inversement. C'est-à-dire si je mets trop de drame dès le début du film, le spectateur va pas comprendre pourquoi il y a de la comédie après et tout ça. Donc l'équilibre de ça, c'est difficile à avoir. Je suis pas sûr d'avoir réussi totalement, mais donc du coup tout ça pour dire que ça a pris du temps de montage. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Sur ce genre de film, c'est plus facile de monter des drames, hein, clairement. J'ai rien contre ça du tout, mais c'est plus droit en fait dans la fabrication. C'est plus simple la direction. Tu questionnes moins l'endroit où tu es quand tu racontes l'histoire. C'est moins difficile. Mais d'ailleurs, le drame, alors au début, ça dérive un peu aussi sur du polar, enfin un truc mafieux. Mais le drame, il arrive vraiment dans une scène qui relève de la comédie et qui est fragile. Hein. C'est le moment où le frère arrive et il urine sur la tombe. C'est quand même, du coup, c'est très fort en fait comme passage de total. Mais après, la comédie, en tout cas moi, ce que j'aime, c'est quand tu la places à des endroits un peu touchy. C'est ça qu'on aime bien, je crois, quand on va. Si c'est là où moi je cherche une comédie qui est peut-être un peu moins populaire, popcorn, mais qui m'intéresse plus. Je trouve que faire rire avec quelqu'un qui pisse sur la tombe de son père, ça m'amuse plus que quelqu'un qui tombe parce qu'il a glissé sur une peau de banane. Oui. Même si j'ai rien contre ça, mais moi c'est pas mon cinéma, quoi. Et puis l'autre aspect de ça, c'est d'avoir, dans le choix même des comédiens, en fait, des trois comédiens, Rouve, Blanc et Ludig, c'est que sont plutôt des acteurs issus de la comédie. Et c'est de les emmener autre part. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Blanc et Rouve aussi sont déjà allés ailleurs, mais Ludig moins. Alors, Ludig, ouais, c'était vraiment j'avais vraiment envie de l'emmener vers quelque chose de très droit, de très. J'aime bien, je trouve qu'il a un côté un peu à l'américaine, une sorte de Ben Affleck français, en tout cas pour moi. Toujours pareil, même dans la stature et tout ça. Et ça, il était un peu. Il me disait putain, laisse-moi faire des blagues et tout. C'est toujours Jean-Paul qui fait des blagues dans le film, t'es chiant et tout. C'est frustrant, hein, mais c'est dur, hein, parce qu'il n'a pas le beau rôle dans l'histoire, quoi. C'est moins démonstratif. Mais c'est plus difficile à faire, je pense, quoi. Donc c'est ça. Et puis Michel, c'est pas si évident que ça. Hein. Michel, il était quand même très angoissé à faire un méchant. Hein. Il y a quand même... Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'a jamais été totalement méchant. Jamais. Surtout comme ça, en plus, ça l'amusait beaucoup, mais il était... Ouais, il était angoissé, quoi. Il se questionnait, mais ça l'amusait. Je crois que sur Grégoire Ludig, tu l'avais comparé à Robert De Niro. C'est mon Robert De Niro à moi, quoi. Non, mais en tout cas, je trouve qu'il a un truc, une stature. Il a quelque chose de très terrien, je trouve, qu'ont pas forcément tous les acteurs français. On imagine très facilement qu'il peut conduire à une péniche. Je trouve il y a quelque chose comme ça de très populaire, au bon sens du terme. Puis il est beau sans être beau. Il sait faire rire les gens et en même temps il m'aime beaucoup. Donc non, c'est quand même. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses à faire avec lui, en tout cas. De toute façon, c'était un personnage déjà très émouvant dans le film de Dupieux, Mandibule. Je trouve il est
Voilà, il est entre deux, effectivement, et il y avait une utilisation possible comme ça. Et puis, il est très facile à diriger. C'est quelqu'un qui est très facile. Et je ne sais pas ce que vous avez pensé de Jean-Paul Rouve, mais là aussi, enfin moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais oh là là, il s'est mangé une claque. Il a pris 10 ans, 20 ans. Après, on a... Bon, alors j'imagine que c'est lié aussi à du maquillage. Du maquillage, on a travaillé, il a les rouflaquettes, les machins, les tatouages, le maquillage, on a un peu buriné tout ça. Après, ouais, il a créé un personnage, clairement, quoi. On s'est amusé à faire ça. Mais ça, c'est génial, je trouve, c'est super. Le jour où il a endossé le personnage avec ses tatouages, on lui a mis ses petites rouflaquettes et ses cheveux longs, s'il y a quelque chose de... Ah, c'est bon, je me suis dit, c'est bon, on va y croire tout de suite, quoi. C'est pas facile. En fait, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ce personnage, mais c'est pas facile, ce genre de perso. Tu peux vite tomber dans la caricature plus, quoi. Être un peu too much ringard, ridicule. C'est difficile pour un acteur de pas être complètement ridicule en faisant ça, quoi. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que donc on le voit dans les flashbacks. Alors il a évidemment ses fragilités, ses difficultés par rapport à son père, sa volonté de protection de son frère, pardon. Et à un moment, il disparaît. Et finalement, le moment où il réapparaît, c'est celui où on le voit dans le cimetière. Et en fait, effectivement, tu l'as dit, donc il a changé de figure, il a ses rouflaquettes, et il y a ces fameux tatouages. Et je crois que vous avez apporté ensemble là une importance à ces tatouages, à leur précision, à ce qu'ils voulaient dire aussi. Après, il y avait un truc très... moi, j'aimais bien ce côté qu'a le film très années 80. Je trouve qu'il y a quand même plein de références aux années 80, tout en essayant qu'ils soient actuels et de maintenant, mais c'est quand même des personnages qui sont toujours tournés vers une époque. Il y a quelque chose comme ça. Donc ce personnage-là, pour nous, il aimait Renaud, donc d'où le tatouage de Renaud, il écoute du Renaud, il a des loups, c'est vraiment très Johnny style, quoi. On va dire ça comme ça. Donc c'était tout. Et vraiment penser à chaque tatouage, savoir quelle était l'histoire de chaque tatouage. Franchement, ça nous a pris beaucoup de temps à faire ça. Mais c'est hyper amusant de créer un personnage comme ça, de réfléchir à son histoire, qu'est-ce qu'il porte comme manteau, comment sont ces gens-là. C'est génial, c'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi. Et ils ont gardé pendant longtemps les tatouages ou il fallait les refaire chaque jour? Le lendemain du tournage, fin de tournage, il s'est rasé les cheveux. Donc il n'a pas gardé longtemps. Et comme tu dis, effectivement, le film est très référencé, entre guillemets, années 80. Donc, d'ailleurs, on peut penser à certains films, mais il y a aussi la musique. Il y a Renaud. On entend Philippe Laville, là, c'est encore autre chose. Ouais. Et puis, il y a Catherine Ringer qui a apporté une contribution importante. Alors, ce qu'on peut vous raconter, c'est qu'hier, on était ensemble à Deauville pour le congrès de la Fédération nationale des cinémas français. Alors, c'est une journée un peu laborieuse où on voit 400 bandes annonces des films à venir. Et puis agrémenté parfois d'équipes de films. Et le film là est distribué par Jour de Fête. Et Julien est venu le présenter. Et tout d'un coup, on nous a annoncé Catherine Ringer. Et Catherine Ringer est venue chanter la chanson de fin que vous avez pu entendre. C'était un moment assez particulier. Et donc, ça montre aussi qu'elle est impliquée dans cette histoire, dans ce film. Ouais, à fond. Ils sont... moi, c'est ce que je disais hier, mais c'est vrai que je suis un grand fan d'Erita Mitsuko et c'était pour moi un rêve inaccessible de pouvoir travailler avec Catherine Ringer. Bon, il faut toujours tenter. On lui a proposé de nous écrire une chanson, le générique de fin, et elle a accepté. Donc l'histoire a commencé là, quoi. Et puis c'est ce que vous avez entendu, les cadors à la fin. Il y a un côté comme ça très kitsch, mais en même temps très Rita et en même temps qui colle bien au film, je trouve. Donc j'étais l'homme le plus ravi du monde, quoi. C'était génial. Et c'est quand même une grande artiste, c'est-à-dire qu'il y a Enfin, hier, elle était là comme ça, elle a une voix magnifique, c'est génial. Franchement, ce film m'a permis de travailler avec des gens que j'admire et qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc du coup, il y a quand même, tu te nourris beaucoup de leur univers, quand même. Alors justement, parce que c'est la chanson des Cadors, moi je m'interroge quand même un peu sur le titre du film, parce que finalement, tu représentes des personnages qui n'ont... quand on parle de cadors, quand on parle de football, par exemple, les cadors sont le FC Barcelone, le Real Madrid, ces équipes-là, donc des équipes qui sont... on a commencé par ça, en disant, l'idée, c'était de montrer des hommes
qui sont plongés dans un monde de mecs comme ça, avec une image très viriliste, et en fait, ça reste des petites âmes fragiles. On est tous pareils, quoi. Et j'aimais bien la double signification du titre. Ça s'est toujours appelé Les Cadors En fait, assez rapidement, j'ai trouvé Les Cadors. Au début, quand le scénario m'a été apporté, ça s'appelait Christian. C'est mieux Les Cadors. C'est mieux Les Cadors. Après, il y a plein de films avec des prénoms. Hein. Vous avez remarqué qu'au cinéma, ça manque pas, quoi. Ouais. J'aime mieux Les Cadors, ça sonne mieux quand même. Ça donne plus envie. Est-ce que vous avez éventuellement une ultime intervention, question? N'hésitez pas. Hein. Julien est là pour ça. Après, vous pouvez aussi, s'il l'accepte, le côtoyer un peu dans le hall. Je parle à personne après, moi, ça m'intéresse pas. Non, mais voilà, on pourrait continuer longtemps comme ça. Mais si vous voulez, si personne ne veut intervenir, on peut aussi en rester là en vous rappelant que le film sort le 11 janvier, qu'il sera important que vous en parliez autour de vous parce qu'on vise les combien? Les 2 millions d'entrées. Les 2 millions d'entrées. Surtout en ce moment où le public se rue dans les salles de cinéma. Alors on se disait tout à l'heure, ce soir, il y a pas mal de monde quand même. Oui, c'est bien parce qu'on finalement à 3 mois de la sortie du film, voilà, et puis sans tellement en avoir parlé, c'est très bien. Il y a même pas encore l'affiche du film. Donc, je vous remercie d'être venu ce soir. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Bon week-end. Et puis revoyez le film le 11 janvier si vous avez aimé. Hein, je compte sur vous. Merci. Bonne fin de soirée. C'est la fin de cette rencontre. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette rencontre et à venir découvrir ou redécouvrir le film en salle. Les Cadors est à l'affiche le 11 janvier 2023. On se retrouve pour une prochaine rencontre directement en salle ou via nos podcasts Rencontres de luxe.